Les ETF ont passé un cap. Ce qui est perçu comme un investissement sûr ne l'est aujourd'hui plus. En 2025, près de 500 ETF ont été créés pour l'Europe. Aux USA, c'est plus de 1000 ETF qui ont été listés, soit une moyenne de 3 par jour. On baigne dans les ETF à un point qui n'a jamais été atteint. Évidemment, avec autant de nouveaux produits disponibles sur le marché, certains sont à cadeau empoisonnés. Et ça, parce que 20% d'entre eux ont été fermés à cause de leur performance exécrable. Et vous devez penser comme moi qu'avec un ETF Monde ou S&P 500, on est à l'abri. Mais ça, c'est une erreur. Je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi vos investissements sont en danger à cause des ETF. Le marché est actuellement noyé sous les ouvertures de nouveaux ETF. Absolument tous les fonds d'investissement veulent ouvrir un nouvel ETF. Mais pour rivaliser face à BlackRock, on ne peut pas ouvrir un nouvel ETF du S&P 500 et s'attendre à un succès. Les fonds doivent donc créer des ETF innovants. Trop innovants. Il existe des ETF avec des stratégies de levier en x3 ou x4, ou encore d'autres qui shortent le marché. Des stratégies complexes, risquées, voire même très risquées, et qui sont accessibles facilement, sans aucune barrière d'entrée. Ce qui commence à causer plusieurs soucis sur le marché. Et donc, le nombre d'erreurs sur les ETF n'a jamais été aussi grand. Ainsi que le nombre de fermetures. Oui, on peut tenter de se rassurer en se disant que ça ne concerne que les personnes qui ne réfléchissent pas et qui achètent des mauvais ETF. Mais il y a autre chose qui nous concerne absolument tous. Grâce à la facilité d'accès des ETF, leur coût réduit sur les frais et leurs stratégies alléchantes, une quantité énorme d'argent a été injectée. Et elle agit comme un amplificateur sur absolument tous les index. Le marché des ETF est en train d'engloutir toute la finance. Revenons en arrière un moment pour être sûr de comprendre vraiment ce qu'il se passe. Il faut d'abord savoir ce qu'est un ETF et pouvoir être capable d'identifier ces deux catégories différentes. Dans les marchés financiers, n'importe qui peut acheter les actions d'une entreprise. Avec uniquement quelques clics, je peux devenir le propriétaire d'une des parts d'Apple. Et si je souhaite acheter la part d'une autre entreprise, je dois simplement répéter l'opération. La limite étant que si je souhaite me diversifier, je vais devoir acheter des dizaines, des centaines d'actions et chaque mois. Regarder leurs performances, analyser et prendre des décisions. Autrement dit, il faut plus ou moins avoir le temps et être à la retraite. Les ETF viennent donc combler ce problème. On me propose directement un portefeuille de plusieurs entreprises réunies. Et il me suffit d'acheter une part de ce portefeuille. Ces ETF rentrent dans deux catégories, avec une façon de penser bien distincte. Par exemple, je peux prendre un des ETF les plus populaires en ce moment. L'ETF du S&P 500. Son travail va être de suivre de manière passive l'index des 500 plus grosses entreprises américaines. Celui-ci rentre dans la première catégorie des ETF, et c'est ce qu'on appelle un ETF passif. Il suit un indice de référence, et son but est uniquement de copier le S&P 500. Ou tout autre indice. Il est donc dépourvu de logique et de décision. Mais dernièrement, comme on va le voir, il y a une énorme percée qui est en train de se produire. Celle des ETF actif. Un ETF actif va, au contraire, essayer de surperformer son indice de base. Prenons l'exemple d'un ETF actif sur le S&P 500. Pour le papier, il suit les 500 mêmes entreprises que l'ETF passif. La différence est que derrière, il y a une équipe et des algorithmes qui vont jouer avec les curseurs. Ils vont acheter ou revendre certaines actions pour tenter de battre l'indice de base. Tout est basé sur la gestion et la prise de décision. On ne fait plus confiance au marché, mais à des personnes et des machines, ce qui ajoute une couche de risque et de frais supplémentaires. Pour vous faire une simple comparaison, un ETF passif, c'est comme lancer Maps sur votre téléphone. Tu rentres ta destination, qui équivaut au marché mondial, et l'application calcule l'itinéraire avec des routes bien connues, et tu sais l'heure à laquelle tu arriveras. L'ETF actif, lui, c'est le conducteur qui veut absolument prendre un raccourci. Si tout se passe bien, il nous fait gagner 10 minutes, ou il finit dans un petit chemin de terre et se retrouve bloqué et embourbé. Et là, on perd le double de temps. Ou dans notre cas, beaucoup d'argent. On peut donc maintenant revenir au sujet principal. Comprendre pourquoi les ETF sont dangereux. Ils représentent un moyen incroyablement pratique pour investir. Je n'ai pas besoin de connaître les entreprises précises dans lesquelles j'ai investi. Et ça me fait gagner énormément de temps. La contrepartie, c'est que ce fonctionnement intéresse forcément plein de monde, et de tout horizon. Lors du Covid en 2021, les marchés se sont effondrés et ont entraîné une forte liquidité
pour la plupart des particuliers. C'est à ce moment-là que les ETF ont connu leur montée en puissance, avant une chute drastique qui a coupé les ETF en plein pendant leur envol. Le nombre de lancements est passé de 400 ETF créés par an à 200. Étonnamment, en 2025, cela s'est totalement inversé. Aux USA, c'est près de 1100 ETF qui ont été créés, soit une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Ce nombre de nouvelles ouvertures signifie qu'il y a une forte demande des clients, que ce produit est populaire. Pour le voir, il suffit de regarder le nombre d'euros injectés à l'intérieur de ces ETF. Les ETF en Europe avaient atteint leur record du plus gros montant investi pendant le Covid. C'est ce que l'on appelle en finance le high water mark. La valeur du marché a dépassé la valeur maximale précédente. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en 2025, il y a eu un nouveau record qui a dépassé l'ancien de près de 40%. 40%, c'est énorme. Pour illustrer, la valeur totale représente plus de 230 milliards d'euros. On peut dire que les ETF ont inondé le marché. Si on regarde le document de l'AMF, qui résume l'activité des particuliers sur le marché, on observe que depuis 2022, les actions stagnent. Le nombre de particuliers qui interagissent avec les actions est constant. En revanche, du côté des ETF, c'est pas la même. En 2023, c'était près de 300 000 particuliers qui avaient décidé d'interagir avec les ETF. Et en 2024, on dépasse les 500 000. Pendant que les actions stagnent, les ETF doublent. Il semblerait que les fonds d'investissement aient trouvé quelque chose de nouveau, relançant la machine à toute vitesse. Et c'est ce que l'on a évoqué juste avant, les ETF actifs. Genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin, le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus. Bonne journée, Kevin. Oui, merci, Jordan. Pour voir que les ETF actifs ont relancé la machine, il suffit de regarder cet article. En prenant tous les actifs en gestion depuis le début, uniquement en 2024, le flux a augmenté de 74%. C'est encore plus violent que Bitcoin après un tweet de Trump. Si les ETF fonctionnent et que les investisseurs en demandent plus, les fonds vont en créer. Pas de problème. C'est leur nouvelle poule aux œufs d'or. Désormais, chaque année, de nouveaux fonds entrent dans la partie. Pour eux, c'est impossible de rivaliser avec des fonds monétaires pesant des centaines de milliards d'euros. Ils vont donc éliminer la concurrence en créant un super nouveau ETF. Ça peut être un ETF qui mise sur la chute du marché, ou bien un ETF sur l'IA, avec un levier x3. Il y a de tout, et ça attire tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, les ETF actifs représentaient 15% du marché total des ETF. En 2025, plus d'un ETF sur deux est un ETF actif. Autrement dit, ils ont lancé tellement de nouveaux ETF actifs qu'ils ont dépassé les ETF passifs. Et c'est comme ça que l'on arrive à une terrible stat qui ne semble avoir aucun sens. Il y a plus d'ETF sur le marché que d'actions disponibles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense directement à la crise des subprimes. Une action comme Apple est devenue un ingrédient que l'on retrouve dans des dizaines de recettes d'ETF différents. Le problème, c'est qu'on finit par acheter l'emballage plutôt que l'entreprise. Prenons un chiffre concret avec Bitcoin. C'est un actif que vous pouvez acheter en 2 clics sur n'importe quelle plateforme. Pourtant, l'industrie financière a réussi à créer plus de 70 ETF pour nous revendre exactement pareil. C'est pas une blague et c'est fou. À partir de là, on comprend que l'industrie fait face à un déséquilibre majeur qui affecte les entreprises stars. Pour bien le saisir, il suffit d'appliquer la loi de Pareto, le 80-20. Sur les ETF, cela nous donne 80% de tout l'argent investi se déverse sur seulement 20% des entreprises. Dans la finance, il y a ce que l'on appelle le Mag 7, les 7 magnifiques. Apple, Google, Nvidia, pour ne citer que. Ce sont les 7 superstars du moment. Pourtant, il y a une face cachée. Comme moi, vous vous sentez en sécurité avec votre ETF du S&P 500, alors que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Regardons les chiffres. Ces 7 entreprises représentent 30% du S&P 500. On a largement dépassé les 20% de la loi de Pareto. À l'échelle mondiale, ce n'est plus vraiment de l'investissement diversifié, mais plutôt une concentration extrême. Autrement dit, absolument tous les ETF sont contaminés par ce flux. Les miens, les vôtres. Si ces 7-là trébuchent, c'est le système entier qui tombe. Le mot de 2026, c'est la bulle de l'IA, qui, comme depuis 2 ans, doit exploser. Mais pendant qu'on est aveuglé par ça, il y a la vraie bulle juste derrière nos têtes.
prête à imploser. Et on a tous au moins un pied dedans. En un an, le nombre d'ETF a explosé et les montants investis ont quadruplé. On observe une accélération sans précédent. Je vais donc vous dire ce que je fais personnellement pour traverser la prochaine vague sans couler. Pour ça, il faut commencer en premier par comprendre que le plus important va être de gérer ses émotions. L'argent, contrairement à ce que l'on pense, arrive au second plan. Avec tout ce que l'on a vu, on peut conclure que les ETF sont populaires. Trop populaires. Ils sont partout et entre les mains de tout le monde. Avec cette phrase arrive l'instabilité, la volatilité des cours. Regardons 2024. Sur des périodes de seulement 40 jours, les ETF européens ont connu des pics de volatilité de 24%. Si vous avez investi 10 000 euros sur un ETF, à peine un mois après, votre écran affichera 7 600 euros. Pour un investisseur sur un délai aussi court, c'est la peur de s'être trompé, d'avoir fait une erreur et de perdre toutes ses économies. Et justement, en parlant d'erreurs, l'instabilité du marché amène un nombre d'erreurs de plus en plus élevé. Regardez ce chiffre de l'ESMA. Près de 20% des livraisons échouent au moment de la livraison finale. C'est-à-dire que si vous investissez dans un ETF, une fois sur 5, le fonds qu'il propose va avoir un manquement de stock, un retard d'exécution ou encore un problème de fonds disponibles. On commence par voir la bouillie qu'est de gérer plein d'ETF, proposés par de plus en plus de fonds d'investissement qui sont plus ou moins sérieux. Ça ne donne pas confiance, mais malheureusement, il y a encore plus grave. Ce qui me fait personnellement plus peur, c'est le nombre de fermetures. Car oui, les fonds lancent des ETF à tout va, ce qui signifie qu'ils lancent des merdes. C'est exactement ce qui se passe sur le marché des cryptos. Il y a des vrais projets solides et réels, et les autres, juste là pour accumuler des fonds, nous voler sur les frais ou gonfler des indices bidons. On n'oublie par exemple pas la crypto lancée par Trump et sa femme. Bref, dans l'intérêt de quelqu'un, c'est sûr, mais pas de toi. Si on croise plusieurs données que l'on a vues, on peut estimer le taux de fermeture entre 15 et 20% sur l'année 2025. Ce qui veut dire que 200 ETF sont clôturés pour 1000 ouverts. Si je vous disais que le prochain ETF que vous achetez a 20% de chance de fermer, ça fait réfléchir. Et d'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai eu envie de savoir ce qui se passe quand un ETF ferme. Je vais pouvoir vous montrer concrètement l'impact que ça a pour vous, et surtout, comment les éviter. Déjà, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, j'ai déjà parlé de certains points. Et vous avez donc très peu de chances de finir dans les 20% qui ferment. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et mettre un j'aime pour que YouTube vous propose les vidéos suivantes. Quoi qu'il arrive, c'est quand même mieux de connaître à l'avance ce qu'il se passe quand un ETF va mettre la clé sous la porte. Déjà, non, vous ne perdez pas tout. Sauf si les parts de votre ETF ne valent plus rien. Là, on ne peut plus rien pour vous, c'est foutu. Mais 99%, ce n'est heureusement pas le cas. C'est donc à ce moment que le jour de liquidation de l'ETF arrive. Ce que l'on récupère, c'est la valeur au marché, c'est-à-dire la valeur des actions qui se trouvent à l'intérieur. Imaginons que par exemple j'achète un ETF S&P 500 proposé par un petit gestionnaire. S'il décide de fermer ce fonds car il n'est pas rentable, l'ETF est une coquille transparente. Ça n'a aucun impact sur sa valeur. Ce qui influe sur sa valeur, c'est les actions détenues sur Google ou Nvidia. Ce qui signifie que n'importe quelle banque d'investissement peut le racheter et le redécouper en actions. Et c'est souvent ce qu'il se passe lors de la fermeture d'un ETF. Vous avez un mois pour le vendre au prix du marché, sinon il sera liquidé automatiquement. Pour un fonds, faire une liquidation demande pas mal de gestion. Et il y aura donc des frais. Bah oui, perdre de l'argent, c'est pas gratuit. Il y a également un délai de clôturation, pouvant aller de quelques semaines à 3 mois. Donc le mieux, ça reste quand même de ne pas choisir un ETF qui ferme. Comment éviter le piège des ETF bouillis? Pour éviter de choisir un fonds qui va fermer dans 2 ans, il y a 3 règles simples. La première étant l'ancienneté. Vous pouvez tester un nouveau dentifrice, logiquement, l'issue ne vous sera pas fatale. En revanche, faire partie des premiers qui testent un ETF, c'est l'assurance de tomber dans le piège. Un bon ETF possède un historique de vie d'au moins 5 ans. La seule exception, c'est lorsqu'un poids lourd comme Amundi ou BlackRock décline un indice mondial déjà connu en version PEA, ou avec une couverture en euros. Le risque est quasi nul. L'emballage est nouveau, mais la recette a déjà fait ses preuves depuis des décennies. Il y a ensuite la règle de la taille. Si votre ETF a un fonds d'à peine 10 à 20 millions d'euros, c'est un fonds fragile, sans panier de sécurité. Pour être serein, il faut viser un ETF avec un fonds d'au moins 100 millions, 500 millions dans l'idéal. Avec ça et l'ancienneté, on s'assure que le fonds ne va pas mettre la clé sous la porte demain. La dernière règle est la clarté. Quand vous lisez l'intitulé de l'ETF,
si vous ne comprenez rien, ne l'achetez pas. Ça paraît logique, mais beaucoup font l'erreur. Il faut également fuir toutes les promesses vagues, où l'on manque de connaissances, comme par exemple un ETF basé sur le cacao, ou l'Internet en Inde. Tout ça nous amène à la réalité suivante sur la potentielle bulle des ETF. Personne ne détient la réponse. Il y a des pistes, des systèmes, mais pas de solutions toutes faites. Les ETF connaissent un flux énorme, qui est trop important pour continuer indéfinitivement. Parmi ce flux, il y a une énorme quantité de personnes qui découvrent l'investissement. Ce qui signifie qu'au moindre signal, le marché va réagir de manière violente. L'argent est réparti sur les sociétés les plus en vogue. Plus précisément sur les 7 sociétés qui forment le Mag 7. Celles-ci feront cracher tout le marché et il n'y aura pas de rescapé. C'est peut-être le bon moment pour acheter un ETF short en levier x10. Je déconne. Si vous avez bien écouté la section d'avant, vous êtes censé être au courant que c'est de la merde. Ensuite, pour la bulle, moi je me dis que je suis mon plan. Je ne vais pas pour autant fermer les yeux sur ce qu'il se passe. D'autant plus que c'est grave et dangereux. Mais pour le moment, mon plan me semble toujours correct. Et l'alternative à celui-ci n'est pas encore très claire. Peut-être que dans quelques semaines ou mois, je vais devoir le réorienter. Pour savoir comment je fais, il faut vraiment que vous regardiez cette vidéo pour pouvoir élaborer votre plan et pouvoir être beaucoup plus serein. Clique dessus et on se retrouve tout de suite.